Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, 4 des leaders de la rébellion Touareg blanchis par la justice malienne. Ils étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis 2013, une décision que critique ouvertement la société civile du Mali. Étendre le taux de bancarisation en République démocratique du Congo, c'est l'objectif de la Banque centrale. Le pays possède une croissance économique de 4%, mais seuls 22% de la population accède au système bancaire. Nous irons en fin d'édition à la découverte de la danse traditionnelle du Mibambo chez les Pouvis du Gabon, une danse initiatique très rythmée et réservée aux hommes. C'est l'une des résolutions prises pour asseoir la paix au Mali. Visée par des mandats d'arrêt depuis 2013, les responsables de la rébellion dans le Nord Mali n'auront à l'avenir plus de comptes à rendre à la justice malienne. Une décision qui peine à être comprise par la société civile. Arwa Barkala. La justice malienne efface l'ardoise judiciaire de responsables de la rébellion dans le Nord Mali. Le 17 juin 2015, l'ordonnance de main levée de mandat d'arrêt a été signée par le procureur de la République malienne. Il concerne 4 leaders des principaux groupes rebelles. Selon une certaine élite, ceux qui ont un certain niveau de compréhension, et à ce niveau-là, on comprend que cela a été fait dans le sens uniquement de pouvoir permettre aux rebelles de se rendre à Bamako pour signer l'accord. Parce qu'avec ce mandat, ils ne pouvaient pas mettre le pied sur le sol malien. Donc, il fallait lever le mandat pour qu'ils puissent venir à Bamako, signer l'accord et puis prendre toutes les autres mesures qui doivent accompagner l'accord en question. Les gens en ont marre, les gens sont très mécontents de cette situation. Un ras-le-bol des Maliens, d'autant qu'en tout, le nom de 4 leaders concernés par le blanchiment ont été rendus publics. Hilal Aga Sharif du MNLA, Al-Agbas Agintala du HCUA, Sidi Ibrahim Ould Sidat du MAA, Ibrahim Ag Mohamed Assaleh du CPA, ainsi que leur chef militaire Cheikh Agouassa du HCUA et Mohamed Ag Najim, ainsi que Mohamedou Djeri Maïga du MNLA. Beaucoup de Maliens fustigent une décision de justice qui prend une teinte politique. Les populations ne peuvent que contester, ne peuvent pas remettre en cause cette décision parce que effectivement c'est une décision de justice, elle est déjà rendue, donc pour le moment il n'y a pas d'autre voie de recours. Mais comme on l'a dit, il faut situer les événements dans leur contexte. Donc cela ne veut pas dire que ces gens-là ne seront pas poursuivis demain. L'État a pris une décision politique. Seul Iyad El-Ghali, le chef du groupe djihadiste Ansar Eddine, est toujours sous le coup de la justice. Il est désormais seul concerné par les accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, atteinte à la sûreté de l'État, trafic de drogue et terrorisme. Maintenir la paix et la sécurité internationale, développer entre les nations des relations amicales, renforcer la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire. Ce sont sur ces résolutions qui peuvent aujourd'hui sembler utopiques que naissait l'Organisation des Nations Unies il y a 70 ans, jour pour jour. L'institution internationale a permis de donner une visibilité aux pays africains, notamment par la nomination de Kofi Annan ou même de Boutros Boutros-Ghali comme secrétaire général. Mais pour certains observateurs, le rôle joué par le continent est encore trop secondaire. Écoutez les propos de l'historien Hamzat Boukari. Je pense qu'il est important de rappeler que cette organisation a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où l'Afrique était encore sous domination coloniale. Effectivement, l'ONU a pu accompagner d'une certaine manière les processus de décolonisation, mais on constate plus de 70 ans plus tard que l'Afrique n'a toujours pas part réelle dans ce concert des nations. Cela se manifeste à travers la composition du Conseil de sécurité. Donc ce sont toujours les 5 grandes puissances coalisées que sont la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine et la Russie qui se partagent donc le pouvoir avec le droit de veto, ce qui pose un problème à mon sens démocratique. Et par ailleurs, depuis 1945, le nombre d'États africains n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, il y a 54 États africains et l'Afrique occupe les 3/4 à peu près du temps de discussion qui est mené au niveau du Conseil de sécurité sur les 3-4 dernières années. Que cela soit le cas du Mali, le cas de la Centrafrique, la région des Grands Lacs ou d'autres cas. Donc il est sans doute très important que l'ONU se démocratise et prenne en compte les évolutions du monde.
Au Cameroun, le journaliste Alain Foka a dédicacé jeudi à Douala le deuxième opus de son coffret DVD Archives d'Afrique, consacré à la vie de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. Un document qui fait notamment témoigner l'unique survivant de la tuerie de 1987. Un second opus qui sera diffusé sur tout le continent. Et pour Alain Foka, raconter l'histoire de Thomas Sankara est plus qu'une nécessité, c'est un devoir. Écoutez. Il représente pour moi l'espoir. Voilà pourquoi j'ai travaillé sur lui, puis dans le même temps, il faut que nous racontions notre histoire. Je pense que si quelqu'un raconte l'histoire de Thomas Sankara dans 50 ans sans l'avoir vécu, il y aura beaucoup de choses qui auront disparu, beaucoup de distorsions. Et si c'est quelqu'un qui a un projet, une ambition, il racontera à sa manière. Moi j'ai le sentiment d'avoir du recul aujourd'hui et de raconter la vraie histoire de Sankara avec ses qualités, mais également avec ses défauts. Et la particularité de ce film, c'est que les acteurs sont là. L'actualité économique, c'est l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo, avec un taux de 4% de croissance économique par an. Le potentiel est non négligeable, mais sur les 70 millions d'habitants que compte le pays, seuls 2,5 millions sont bancarisés. Reportage de notre correspondant, Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, seulement 2 500 000 personnes ont un compte bancaire. Un faible taux par rapport à l'ensemble de la population congolaise, estimée à 70 millions. Selon la Banque centrale du Congo, 10 millions de Congolais vivent avec une moyenne de 2 $ américains par jour, se retrouvant ainsi dans la catégorie de la classe moyenne, selon les critères de la Banque mondiale. Vous savez, nous avons un taux de bancarisation parmi les plus faibles au monde, même en Afrique. Le système bancaire n'a que 2 500 000 comptes. Et si on prend en compte les comptes auprès des institutions financières. Et là, on a un taux qui a certes augmenté, mais qui reste aussi encore faible, de 18%. Mais lorsqu'on considère que les banques, on a un taux qui est inférieur à 5%, alors que la moyenne africaine est de 22%. La thésaurisation reste encore le mode de gestion financière de nombreux Congolais. Méfiance vis-à-vis des banques, manque de moyens ou ignorance, chacun au sein de la population a sa façon d'aborder la question. Peut-être qu'on n'a pas ce qu'il faut placer à la banque. Parce que ce qu'on place à la banque, c'est un solde de dépenses. Par exemple, on a des besoins primaires, secondaires. Au-delà de ces besoins, lorsqu'on a fait toutes ces dépenses, il y a quelque chose qui peut rester, qu'on peut placer à la banque. S'inspirer de l'exemple de l'île Maurice, du Kenya et de l'Afrique du Sud, qui détiennent les taux de bancarisation les plus élevés du continent, c'est l'ambition de la Banque centrale du Congo. À cette fin, elle a lancé à Kinshasa un plan pilote consacré à l'éducation financière. La croissance de la République démocratique du Congo s'améliore. Elle est passée de 4% en 2011 à 18% en 2014, soit une croissance de 18%. Transmettre un héritage culturel, c'est ce que souhaitent faire les Pouvis au Gabon. Ces hommes exécutent des pas de danse traditionnels, la danse du Mibambo, une danse initiatique réservée aux hommes dont nous parle notre correspondant Douglas Toutoum. Le groupe culturel Opungimo, spécialiste de la danse traditionnelle Mibambo chez les Pouvis, veut perpétuer la culture des danses du Gabon. Dans le pays, plusieurs danses initiatiques réservées aux hommes sont pratiquées. Elles sont assez analogues quant à leur rôle et aux formes de manifestations dans lesquelles elles sont exécutées. La danse Mibambo, ce sont les danses traditionnelles. On ne trouve ça que rien que lorsqu'il y a des moments d'initiation, de grandes veillées ou des cérémonies de retrait de deuil. Les valeurs ancestrales, pourquoi? Parce qu'il y a certains jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas suivre ce que nos grands-parents, nos aïeux ont commencé. Mais nous sommes là, on continue dans le même rythme que les aïeux nous ont transmis. En cette période de vacances, le groupe est très sollicité par de nombreuses organisations. Il entend vulgariser la danse Mibambo et l'ensemble des danses initiatiques du Gabon en général. Un engagement pris à l'heure où les jeunes sont de plus en plus exposés à de nombreux rythmes modernes. Bon, il n'y a pas d'initiation préalable à ça. C'est juste que quand tu es initié dans certains rythmes coutumiers, tels que le witi ou bien le dissumba, tu peux exercer cette danse. Les danses du Gabon sont le reflet de la diversité des différents peuples et rites qui animent la culture gabonaise. Elles sont étroitement liées aux différents rites, notamment le witi. À la fois rituelles et ludiques, les danses du Gabon véhiculent le lien étroit entre le sacré et le monde réel.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.